Alors, je voudrais vous présenter 7 tentations qui conduisent le manager à être en difficulté. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à ça, puisqu'en fait je vous parle de 7 tentations, mais bien sûr on peut en trouver d'autres suivant que l'on rentre un peu plus dans le détail ou que l'on prend un petit peu plus de recul. Cela dit, ce que je voudrais vous présenter, c'est il existe un chemin en fait vers le fait de se retrouver en difficulté. Et ce chemin, finalement, c'est ce qui va guider vraiment votre réflexion par rapport à aider des managers pour qu'ils ne soient pas en difficulté, voire les aider aussi quand ils sont en difficulté pour ne pas amplifier cette difficulté. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle de difficulté, il existe un déséquilibre permanent à l'intérieur de la personne qui peut se manifester, par exemple, par le décalage qui est entre l'image projetée, en fait, ce que veut paraître le manager par rapport à ce qu'il est en réalité. Quelque part, le monde du travail, surtout lorsqu'on est un manager avec un peu d'ambition, eh bien c'est quand même un monde de compétition. Un monde de compétition dans lequel on a besoin de séduire. Voilà. Donc on peut être tenté de projeter une image qui soit décalée par rapport à ce que l'on est vraiment. Ça peut être sur une question de compétence, par exemple. Alors dans certains cas, c'est bien sûr pas un problème, puisqu'en fait, on peut se dire finalement qu'on a déjà les compétences et puis finalement seulement travailler pour l'acquérir, auquel cas le déséquilibre il va pas durer très très longtemps. Ensuite, un autre élément, c'est les résultats qu'on obtient par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place. En fait, d'une certaine façon, on peut mettre une structure en place qui produit un certain nombre de résultats et peut influencer ce résultat en mettant d'une énergie personnelle. C'est-à-dire, par exemple, on a structuré en fait son équipe pour que l'équipe produise, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'un rapport, et systématiquement, en fait, le manager reprend le rapport pour augmenter la qualité de ce rapport-là. Donc le système qu'il a mis en place va lui, en fait, coûter des efforts à chaque fois. Ensuite, c'est le donner par rapport au reçu. En fait, on peut imaginer un manager un peu comme une sorte de système, et le système, il ne peut pas donner, au bout d'un moment, il va s'épuiser, il va être vide s'il ne reçoit pas. Alors là, bien sûr, la bonne nouvelle qui va être par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de façons de donner, mais il y a aussi beaucoup de façons de recevoir. Le recevoir, ça ne vient pas forcément que de l'extérieur. Ça va être l'attitude, le comportement du manager par rapport à ce qu'il est en train de vivre, qui va faire en sorte qu'il reçoit plus ou moins. Voilà, maintenant on va donc passer en revue ces 7 tentations. Alors la première tentation, c'est la tentation du spectaculaire. Alors tout simplement, c'est une attirance naturelle. Bien sûr, on aime ce qui est grandiose, ce qui est beau, ce qui va produire des effets, et ça, c'est encore renforcé par la compétition. Parce que, comme j'ai déjà dit, en fait, le monde du travail, c'est un monde finalement où on est en compétition entre managers si on veut évoluer vers un poste plus important. Donc l'idée de spectaculaire, c'est quelque chose qui va être visible, quelque chose que par exemple la hiérarchie va voir, qui va avoir tendance à rassurer la hiérarchie, en fait que ce manager, il est le bon candidat pour pouvoir évoluer. L'inconvénient du spectaculaire, c'est que en fait on n'a pas toujours les moyens d'aller jusqu'au bout. Alors je vais prendre un exemple très simple. Le spectaculaire, ça peut être de s'offrir la dernière machine à la mode, le truc super, mais par contre de devoir rogner, par exemple, sur la qualité du bâtiment ou sur les fournitures qu'on va pouvoir utiliser pour cette machine-là. Le problème avec ça, c'est que le spectaculaire, ça a tendance à conduire à de l'épuisement. De l'épuisement parce qu'il va falloir continuellement, en fait, faire semblant, apporter de l'énergie pour que ça fonctionne, ou en tout cas que ça paraisse fonctionner. Donc, à terme, si ça dure très très longtemps, en fait, ça conduit à un épuisement du manager, et donc du coup, le manager va se retrouver effectivement en difficulté, je ne vais pas le préciser à chaque fois, mais il va se retrouver en difficulté parce qu'il va perdre ses moyens, ou en fait, il va avoir perdu son énergie, et donc du coup, il va avoir des comportements qui vont être illogiques et en tout cas risqués. La deuxième tentation, c'est de faire un travail de surface. Alors de certaine façon, c'est un petit peu lié déjà avec le côté spectaculaire, puisqu'en fait, s'il faut faire du bon, en fait, quelque part, c'est intéressant de travailler juste ce qui paraît. Donc le travail de surface, ça s'oppose à la notion de structure. La structure, en fait, c'est ce qui va conduire de façon régulière à obtenir les résultats souhaités. Donc si on n'a pas de structure, on va retomber dans un phénomène d'épuisement, puisqu'en fait il va falloir faire continuellement des efforts pour obtenir les résultats souhaités. Voilà, donc ça c'est le risque. Alors la troisième tentation, ça va être la tentation d'aller vite.
Alors, elle est d'une certaine façon liée aux deux précédentes, hein, le spectaculaire et puis le travail de surface, mais le aller vite, en fait, pose un problème s'il s'oppose finalement à faire bien. Parce que dans un certain nombre de cas, c'est possible de mettre en place ces structures, de former les gens, de les impliquer, etc. Et tout ça en allant vite. Mais dans un certain nombre de cas, en fait, on a tendance à négliger certaines étapes, justement pour aller vite, même si on sacrifie le bien. Et puis parfois, en fait, on va aller vite pour de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est des raisons qui font que ça n'a pas vraiment de sens. C'est aller vite, là encore, pour peut-être un côté spectaculaire, mais pas pour, je dirais, obtenir des résultats probants ou qui permettent d'impliquer tout le monde. Le résultat de ça, de vouloir aller vite, potentiellement, c'est des conflits. Alors, les conflits, ce qu'il faut voir, c'est aussi une façon, en fait, de dépenser de l'énergie, et de dépenser de l'énergie pas pour des résultats, mais simplement pour lutter contre les gens qui sont contre. Et ça mène, bien sûr, à une forme d'épuisement, et en tout cas, ça mène à de la difficulté. La quatrième tentation, c'est de se couper des ressources. Donc j'ai fait l'analogie au début de cette vidéo du fait d'être comme un réservoir, en fait, qui se vide, mais qui a aussi besoin d'être rempli. Eh bien, en fait, on a un certain nombre d'éléments en termes de ressources. C'est qu'on va trouver des ressources, par exemple, dans le plaisir. Alors le plaisir, il peut être multiforme, hein, ça peut être du jeu, ça peut être le moment de relaxation, ça peut être simplement le moment de silence, etc. Mais on va aussi trouver des ressources dans l'utilisation de ces forces. Donc on a tous des forces, des talents. Donc quand on utilise ces forces-là, quelque part, en fait, on régénère l'énergie dont on dispose. Un autre élément qui est vraiment très très fort et qui est très puissant, c'est les relations avec les autres humains. Vous savez que l'être humain est un être grégaire. Eh bien, l'être humain, lorsqu'il dispose de relations qui sont nourrissantes, bien sûr, ça lui donne des ressources. Ensuite, on va retrouver le sens. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très connu. Et puis, quelque chose qui est peut-être moins connu, en tout cas moins utilisé, c'est d'utiliser les ressources qui viennent du fait du succès. Eh bien oui, le succès, la célébration du succès, eh bien ça donne à la fois du plaisir et en tout cas, ça donne de l'énergie pour pouvoir continuer. Donc voilà, se couper des ressources, eh bien ça conduit clairement à des notions d'épuisement. La cinquième tentation, c'est la coercition. Alors qu'est-ce que je veux dire par coercition ? Eh bien c'est lorsqu'on souhaite influencer donc, son entourage, en particulier son entourage professionnel dans ce qui nous concerne, pour aller dans une direction. Eh bien la tentation, elle peut être d'utiliser un système qui est puissant, qui est le système des punitions et le système des récompenses. L'inconvénient de ce système-là, c'est qu'il laisse des traces. Il laisse des traces, pourquoi ? Parce qu'il conduit, en fait, à une forme de réduction de l'autodétermination, ou si vous préférez, de l'autonomie. C'est-à-dire que les gens peuvent se sentir contraints, forcés par l'extérieur, pas quelque chose qu'ils ont choisi. Eh bien, ce qui se passe, c'est quand on va, entre guillemets, taper dans l'autodétermination, tôt ou tard, on s'expose, en fait, à avoir une réaction de son environnement. Et cette réaction-là, elle se traduit souvent par des conflits. Donc la tentation d'utiliser les punitions et les récompenses, elle se traduit souvent en fait par quelque chose qui est contre-productif. Alors bien sûr, toutes les récompenses ou tous les systèmes de récompenses ne se valent pas. Certains en fait sont pas vraiment des moyens de coercition, d'autres par contre sont clairement parfois des moyens de coercition. Le risque qui est, le corollaire de ça, c'est un manque d'engagement. C'est-à-dire si ça ne conduit pas au conflit, ce qui est quand même aussi le cas de temps en temps, eh bien, les personnes qui sont concernées, les personnes que l'on force d'une certaine façon par la punition ou par la récompense, vont s'investir finalement du bout des lèvres et vont pas s'investir complètement. La sixième tentation, c'est la tentation d'avancer seul. Vous connaissez sans doute le dicton « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que, clairement, avancer seul, oui, ça permet d'aller plus vite. Mais aussi, il y a un corollaire qui est peu souvent cité, c'est que ça donne une distorsion de la réalité. Une distorsion de la réalité de qui sont les autres, de ce qui anime les autres, du besoin des autres. C'est-à-dire, quelque part, quand on avance seul, finalement, on se convainc que les autres n'ont pas forcément les compétences, n'ont pas forcément la volonté d'y aller, etc. Et donc, l'effet d'avancer seul, bien sûr, en plus de nous couper des autres, nous donne une mauvaise image, ou en tout cas une image faussée, de qui sont les autres.
Les conséquences de ça, bah bien sûr, clairement, ça va être une question d'épuisement, puisqu'en fait, on va devoir seul, si je suis le manager, je vais devoir seul, en fait, donner de l'énergie pour faire avancer les choses. Là, de l'autre point, c'est le manque d'engagement. Puisqu'en fait, à chaque coup qu'on a une image, je dirais, fausse, et plutôt faussée en négatif des autres, eh bien, quelque part, on va favoriser leur manque d'engagement. Puisqu'en fait, ils vont pas se sentir, on va dire, utiliser un mot très simple, ils ne sont pas reconnus, et s'ils ne sont pas reconnus, eh ben, il y a peu de chances vraiment qu'ils s'engagent dans, je dirais, la bataille du progrès. La septième tentation, c'est de vouloir forcer. Donc on revient un petit peu à la notion de coercition, mais là, c'est d'en forcer sans vouloir nourrir les besoins. Nourrir les besoins, en fait, c'est de comprendre ce qui fait fonctionner l'ensemble des personnes de son environnement. Là, je suis plutôt sur un niveau humain, en fait, des besoins de son entourage. Il ne s'agit pas simplement de vouloir forcer dans le sens convaincre, mais dans le sens forcer, par exemple, à aller trop vite ou à ne pas noter l'épuisement de ses ressources. Ça, eh bien, ça va conduire à des conflits. Parce que quelque part, le fait de forcer les autres de ne pas nourrir leurs besoins, en fait, on les prive de leur énergie. Et quelque part, en fait, entre guillemets, ils vont être en difficulté eux-mêmes, ces personnes, et donc la solution la plus simple, eh ben, c'est d'être en conflit, de se révolter d'une certaine façon. Et puis bien sûr, ça conduit à de l'épuisement. Maintenant, il faudrait voir quel est votre comportement. Puisque votre comportement, lui, il va influencer les tentations. Parce que je vous ai dit, les tentations, ces 7 tentations, elles sont assez naturelles. Mais ce que vous pouvez faire, si vous êtes le manager d'un ou plusieurs managers, c'est que vous pouvez soit renforcer les tentations, soit réduire les tentations. Alors, quel est votre comportement ? Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, et puis que vous pensez par exemple à un certain nombre de sujets, à un manager qui pourrait être en difficulté parce qu'il a succombé à ses tentations, ou vous voulez savoir si par exemple votre façon de faire l'encourage dans ses tentations, je vous propose d'échanger. D'échanger en fait pour voir les opportunités d'action. Ça veut dire que grâce à l'entretien croisé, en fait, on passe 45 minutes ensemble pour faire ressortir en fait les opportunités d'action qui sont vraiment adaptées à votre cas. Là, ce qu'on a vu dans cette vidéo sont des choses plutôt générales qui concernent en fait une multitude de cas, mais pour lesquels c'est difficile d'être beaucoup plus précis. Donc pour réserver votre entretien croisé, vous pouvez soit suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo, soit directement taper le lien qui est indiqué ci-dessus. Alors je vous dis à très bientôt lors d'un entretien croisé.